Donc, polarisation des ondes planes, on va s'intéresser toujours aux ondes planes progressives monochromatiques. Ça veut dire qu'on va toujours s'intéresser à la forme de champ qui caractérise l'onde électromagnétique donnée par E égale à E0 cosinus oméga t moins phi. C'est bon? Voilà. Donc, je reprends donc une onde plane progressive monochromatique, ppm, est dite polarisée, c'est l'extrémité A, extrémité A de vecteur MA qui est égal à E, décrit une courbe polarisée rectilignement, soit qu'il décrit un cercle, on dit que l'onde est polarisée circulairement, soit qu'il décrit une ellipse, donc on dit qu'il, etc., etc. Est-ce que vous écoutez, s'il vous plaît? Qu'est-ce là? C'est bon? Oui, monsieur. Oui, et le document visuel. Oui. Voilà. Hein? Très bien. Alors, bien sûr, je vais revenir donc en arrière. La dernière fois, normalement, j'ai expliqué comment on peut démontrer la nature de la polarisation, mais je vais vous expliquer le cas général. Hein? La dernière fois, j'étais un peu rapide. Je vais un peu donc discuter donc en détail les choses. Alors, cas général, polarisation. Alors, le cas général, une onde, d'une manière générale, hein, ce qu'il faut retenir, une onde, soit qu'il est polarisé, elliptique, soit qu'il n'est pas polarisé. Donc, d'une manière générale, donc la polarisation de lumière est polarisée et il est normalement polarisé elliptiquement parce que lorsqu'on parle d'un segment de droite, en fait, c'est une ellipse. Lorsqu'on parle d'un cercle, en fait, c'est une ellipse. Donc, en général, c'est une ellipse. Voilà. Considérons une onde plane monochromatique se propageant suivant Z. Pourquoi suivant Z? Parce que là-dedans, vous avez Z. Donc, cette forme-là montre que la polarisation se fait suivant Z, à votre avis. Z croissant ou décroissant? Cette expression de champ E. Décroissant. Très bien, Z croissant parce que vous avez le signe moins ici. Très bien. Voilà. Et donc, là, vous avez une phase, je dirais aléatoire pour le moment, mais ce n'est pas intéressant pour moi. Donc là, vous avez la phase aléatoire pour la composante X. Et là, vous avez donc la composante Y, vous avez une phase aléatoire selon Y. Et pourquoi le champ, la composante EZ égale à 0? Car K est suivant Z. Très bien, parce que K est suivant Z. Et bien sûr, c'est K est suivant Z et du fait que E est toujours perpendiculaire à K. Très bien. Alors, dans le plan, donc ici, l'extrémité, à votre avis, l'extrémité de, donc le champ E, il est dans quel plan? Le vecteur champ E, il est dans quel plan? X, O, Y. Très bien, et dans le plan X, O, Y. Très bien, dans le plan X. Et donc l'extrémité de champ E, il se trouve dans quel plan? L'extrémité, c'est le point A pour moi. Il se trouve dans quel plan? Vous savez que, regardez, le champ E, c'est bien le vecteur MA. Puisque le champ E est dans le plan X ou Y, ça veut dire le point A se déplace dans quel plan? Très bien. Donc, voilà, vous avez un point, c'est comme un point matériel, un point A qui se déplace dans le plan X ou Y, avec les composantes de A sont données par X et Y. Hein? X et Y. Voilà. Là, j'ai fait une petite erreur de frappe ici, s'il vous plaît. Ce que je vais écrire ici, c'est pas EM0, c'est E0X. C'est l'amplitude maximale. Ça, c'est E0X. Soit qu'on met ici E0X, E0Y, ou bien on remplace le 0 ici par M. Donc, soit que vous changez M, soit que vous changez 0, pour donc avoir... Alors, donc le champ E, il décrit une courbe inscrite dans un rectangle de côté de 0x, de 0y. C'est clair, tout à fait normal. Pourquoi? Parce que regardez, donc voilà un schéma. Voilà, on est d'accord. Donc le point M, il est là. Ça, c'est le point M ici, au milieu.
le point A, c'est bien de le plan X, O, Y. Alors, bien sûr, la composante de champ, la composante suivante X, c'est bien EX. Donc, la valeur maximale de X, c'est cette valeur-là. C'est E0. Hein, regardez, cette valeur-là, c'est E0X, n'est-ce pas? Si le point M se trouve ici, si le point M se trouve ici, quelles sont les coordonnées de point A? C'est plutôt si le point A. Si le point A se trouve ici, quelles sont les coordonnées de A? Ou bien du champ E? E0X et E0Y. Très bien. Si le point se trouve ici, A, quelles sont les composantes de champ E? Moins E0X, moins E0Y. Très bien. Et si le point se trouve ici, A, 0. très bien. Donc, vous voyez, donc, la valeur maximale de X, c'est E0X. La valeur minimale de EX, c'est moins E0, moins E0X. Ça veut dire l'intervalle, donc ça veut dire le point A, il varie entre ce point-là et ce point-là de longueur. Donc, ce segment-là, il a une longueur égale à 2 fois E0X. Vous êtes d'accord? Oui. De même, pour la variation suivant la direction Y, il varie de ce point-là à ce point-là. Donc, cet segment-là, de là à là, ou de là à là, c'est la même chose. C'est 2 fois E0Y. C'est pour cela que j'ai dit que donc le point A, il n'a pas le droit d'être à l'extérieur de ce rectangle. Vous êtes d'accord? Est-ce que le point A peut être à l'extérieur de ce rectangle? Non, monsieur. Non, tout simplement parce que E, il est borné. Parce que le cosinus entre moins 1 et 1. C'est bon? Et de ce fait, je disais que A décrit une courbe inscrite dans un rectangle de côté de E0, X de E0Y. Très bien. Et donc, le point A, il a le droit de se déplacer uniquement à l'intérieur de ces rectangles. Et donc, selon la courbe décrite par A, cette courbe-là définit la nature de polarisation de l'onde électromagnétique. Alors, à votre avis, si A se déplace de ce point-là à ce point-là, tout le temps comme ça, quelle est la nature de polarisation? Rectiligne. Très bien, rectiligne. Si le point A se déplace comme ça, Rectiligne, monsieur. comme ça, Circulaire. très bien. Si le point A se déplace de cette façon, Elliptique. très bien. Alors, on va essayer de démontrer ce que je viens de dire par calcul. Alors, on va poser, regardez, je vais poser P est égal à oméga T moins KZ plus X. Alors, où se trouve le P? C'est dans la composante EX. Ça veut dire je vais remplacer oméga T moins KZ plus phi X par P. Et regardez, ici, je vais, donc, pour faire apparaître P ici, dans la composante Y, à votre avis, qu'est-ce qu'on va faire? On ajoute ici. Bravo. Je vais ajouter phi de X moins phi de X. Et on aura P plus phi Y moins phi X, n'est-ce pas? Shabab. Voilà. Oui. Et je vais poser, ouais, c'est effectivement ça, et je vais poser phi est égal à phi Y moins phi X. Et donc, on aura finalement deux composantes, X qui est égal à E0 cosinus pi, E0Y égale à cosinus oméga T. Alors, s'il vous plaît, donc, regardez maintenant, c'est comme si, alors normalement, ici, je dois éliminer, donc, encore une fois, une erreur de frappe. Alors, je dois éliminer le Z ici, et je dois mettre ici, normalement, quoi? ZT, et remplacer ZT par. Quelle est la variable de cette fonction? Hein? P. Donc, je dois mettre ici le P.
Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, je vais essayer de rectifier après. Donc, normalement, j'ai mis le cours sur la plateforme. J'ai déposé déjà le cours, mais de toute façon, je vais à chaque fois rectifier les fautes de frappe. Alors là, et donc, ça veut dire le temps, il se trouve dans quel paramètre ici? Le temps. Très bien, le paramètre P. Très bien. Donc, en mécanique, qui dit éliminer T pour trouver l'équation de la trajectoire, ça veut dire on va éliminer c'est quoi? Ce qui revient à éliminer quoi? P. P, très bien. Voilà. Donc, en mécanique, on dit pour déterminer l'équation de la trajectoire, voilà. Okay. Une remarque, tout se passe comme si on cherche autrement l'équation de la trajectoire de point P avec, ça veut dire ce que vous avez vu en mécanique. Donc, c'est comme si vous avez le vecteur position au A, qui joue le rôle de vecteur champ E, et XA, qui joue le rôle de EA, et YA joue le rôle de EY, avec bien sûr les composantes sont les mêmes que vous avez ici. Donc, pour déterminer l'équation de la trajectoire, il suffit d'éliminer quel paramètre, à votre avis? P. P, très bien. Donc, pour éliminer P, si vous avez, à chaque fois que vous avez cosinus en mécanique, qu'est-ce que vous faites si vous avez le cosinus et sinus, ou bien cosinus pour éliminer, qu'est-ce que vous faites normalement, généralement? Qu'est-ce que vous faites? Le carré, cosinus Très carré. bien. Voilà. On utilise la propriété pour éliminer T. On utilise la propriété cos carré plus sin carré égale à 1. D'accord? C'est bon ou non? Hein? C'est bon. Très bien. Et donc ici, alors maintenant, est-ce que tout de suite, est-ce qu'on va enlever, ça veut dire élever plutôt, élever au carré, ici, ou bien il faut faire déjà une opération? Parce que là, j'ai mis tout calcul fait, regardez le résultat final. J'ai mis ici, tout calcul fait, on trouve. Alors, je vais vous donner des indications pour trouver bien sûr ce résultat. Alors, est-ce que vous avez une idée? Comment on peut passer de là à là? Est-ce que vous pouvez élever directement au carré? Il faut apparaître le sinus. Il faut faire apparaître le sinus. Déjà, le sinus, non, cosinus P, sinus P. Mais là, vous avez cosinus P plus phi. Ça veut dire qu'il faut d'abord décomposer. Il faut d'abord décomposer cosinus P plus phi. Et cosinus P plus phi, c'est égal à cosinus P fois cosinus phi moins sinus P sinus phi. Vous êtes d'accord? Chalal. Oui, oui, monsieur. Oui, après, qu'est-ce que vous faites? Après, vous remplacez le cosinus que vous avez, le cosinus P, si vous voulez, par 1 moins sin carré. Voilà, 1 moins racine sin carré, et puis vous élevez au carré, et faire apparaître cosinus P plus cosinus P carré plus sin P carré, et vous faites la somme. Normalement, vous devez trouver cette expression. C'est bon? Essayez de faire le calcul chez vous. Par la suite. Les calculs, on aura des cas particuliers. Vous allez voir que c'est facile de trouver donc l'équation qui détermine l'état de polarisation de l'onde électromagnétique facilement. Alors, on verra des exemples là, ne vous inquiétez pas. Donc, une fois que vous avez cette expression-là, alors normalement, cette expression, c'est la forme, si vous voulez, générale de quoi? De l'équation d'une ellipse. C'est l'équation d'une ellipse. Hein? De grand axe, par exemple, E0Y et petit axe, E0X, ou l'inverse. Tout dépend de ce qui compte, le paramètre qui est le paramètre le plus grand. Alors, il s'agit de l'équation d'une ellipse. Par conséquent, une onde plane progressive monochromatique
est généralement polarisé elliptiquement. Ça veut dire C phi différent de 0, différent de pi sur 2, dans des cas particuliers, hein, on aura une onde polarisée rectilignement avec bien sûr deux possibilités de parcours. Soit, voilà, donc d'une manière générale, voilà la forme. Hein. Là, vous avez le rectangle en pointillé. C'est les rectangles qu'on a délimités tout à l'heure. 2, 0, EX, 2, E, 0, Y. Et donc, le point M, d'une manière générale, il se déplace sur une ellipse. Il y a deux possibilités. Soit que le point M se déplace vers le haut, comme ça, il tourne comme ça. On dit que l'onde est polarisée gauche. S'il se déplace dans ce sens-là, dans le sens des aiguilles d'une montre, on dit qu'il est polarisé droite. Polarisé gauche, polarisé droite. Là, essayez de voir donc à tête reposée comment on peut justifier bien sûr ce passage-là. Donc, d'une manière générale, ce qu'il faut retenir, c'est que regardez, c'est phi entre 0 et pi, vous dites c'est droite, c'est phi entre moins pi et 0, c'est gauche. On peut faire la démonstration. Alors, dans tous les cas particuliers, ce sont les cas les plus intéressants. Alors, je dois compiler une deuxième fois, donc là, pour faire apparaître les chiffres ici, les équations. Bon, c'est pas grave. Ici, normalement. Alors, cas particulier. Alors, polarisation circulaire. Alors, quelle est l'équation d'un cercle? L'équation d'un cercle, c'est x carré plus y carré égale à r au carré. Alors, imaginez que vous traitez un cas E phi égale à P sur 2. Regardez, C phi égale à P sur 2. Voilà la forme la plus générale de l'équation. C phi égale à P sur 2. Qu'est-ce qu'on aura? Cosinus P sur 2, c'est 0. On simplifie par ce terme-là. Et sinus carré P sur 2, c'est 1. Et donc, on aura E0 carré x sur E0, non, EX carré sur E0 carré plus EY carré sur E0 Y carré égale à 1. Ça, c'est l'équation de quoi, à votre avis? Équation d'ellipse. Très bien, une ellipse. Voilà. Quand est-ce qu'il devient l'équation d'un cercle? Quelle est la condition? E0 égale à EY. Très bien, E0 égale à E0. E0Y. E0x égale à E0y. Donc, deux conditions pour avoir une onde polarisée circulairement. Il faut que phi est égal à quoi? À pi sur 2 et E0x égale à E0y. Voilà. C'est bien ce que j'ai dit ici. Regardez. Alors, je disais que si E0x égale à E0y, je note égale à E0, une constante, avec phi égale à pi sur 2, alors l'équation dont j'ai parlé tout à l'heure devient E0 carré x plus E0 y au carré égale à E0 au carré. C'est bien, on dit que l'onde électromagnétique plane progressive monochromatique est polarisée circulairement. Et pourquoi droite? Parce que phi est positif. Dans cette condition, le sens de parcours de l'ellipse, alors dans quelle condition? Ça veut dire entre moins pi 0, il est polarisé gauche. Sinon, il sera donc polarisé droite. Donc, puisque phi égale à pi sur 2 est positif, on dit qu'il est polarisé droite. Voilà. Alors, polarisé droite, regardez, vous pouvez bien sûr, on peut faire une justification sans passer par le calcul de produit vectoriel de sens de parcours. Alors, si je prends, alors je reviens maintenant à l'expression de départ. Regardez, voilà. Alors, donc si je prends donc phi est égal
phi est égal à P sur 2. Alors, regardez, si phi est égal à P sur 2, cosinus P plus P sur 2, ça donne, en fonction de P, c'est égal à quoi? Cosinus P sur 2 plus X. C'est moins sinus. C'est ça? Moins sinus. Et regardez qu'est-ce qui se passe lorsque P augmente. Lorsque P augmente, je vais voir, parce que ça c'est la composante EX et la composante EY. Je vais voir qu'est-ce qui se passe pour EX et pour EY. Si P augmente, je commence par exemple par 0. Le point de départ, il faut fixer un point et après regarder qu'est-ce qui se passe lorsque... Alors, c'est cosinus 0. Vous avez E0, ça veut dire que vous êtes ici. Vous êtes d'accord? Non, c'est là ici, alors. Non. Oui, c'est ça. Le cosinus, la composante EX. Alors, je vais écrire sur le tableau, s'il vous plaît, pour comprendre le... Alors, au tableau, s'il vous plaît. Alors... Alors, s'il vous plaît. Donc, normalement, vous avez E. La composante EX égale E0 cosinus P. La composante EY. Voilà. Je suis avec la... Je suis avec cette slide. Allez. Je regarde mon chemin. Alors, s'il vous plaît. Donc ici, vous avez le signe moins, sinus P. XP, XY. Alors, par exemple, donc on a dit c'est... Alors, dans ce cas-là, regardez. Au carré, si vous passez au carré, hein, regardez. Au carré, donc cos carré plus sin carré, ça donne 1, et on aura E. X au carré. E0. C'est bon? C'est clair? Alors, si vous prenez, par exemple, c'est bien donc un cercle. C'est bien un cercle. Donc, on dit que l'onde est polarisée circulairement. Maintenant, pour le sens de parcours, vous pouvez prendre un point, par exemple, je peux prendre ce point-là, par exemple, P, par exemple, égale à 0. Pour P égale à 0, la variable, pour moi, c'est P. Donc, pour P égale à 0, on aura cosinus 0, c'est 1. Ça veut dire que vous êtes ici. Cosinus 0, c'est 1. Et sinus égale à 0. Ça veut dire que vous êtes sur ce point-là. Et CP augmente. CP augmente. Qu'est-ce qui se passe pour le cosinus? Diminuer. Hein? Diminuer. Lorsque X augmente, et lorsque P augmente, cosinus augmente, diminue. Diminuer. Diminue, ça veut dire que X, ça veut dire EX, diminue, augmente. Diminuer. Très bien. Alors, si P augmente, qu'est-ce qui se passe pour le sinus? Augmente ou diminue? Augmente. Avec le moins. Donc, EY Aussi. diminue aussi. Donc, EX et EY diminuent. Ça veut dire qu'on doit se déplacer dans ce sens-là. Vous voyez, parce que c'est circulaire, regardez. Circulaire.
Donc, c'est ce sens-là qui vaut. Alors, X des menus et Y des menus. Voilà. C'est ça? Non? Donc, il y a un petit problème au niveau du signe, hein, je crois. Est-ce qu'il y a un problème au niveau du signe ici? Je crois qu'il y a un problème au niveau du signe. Monsieur, راه واقيلا غادي نبداو من E0 اللي كاينه selon X ماشي من E0 selon Y حيت Alors, je P reprends. Je reprends. Donc, on est d'accord déjà. Déjà, c'est un cercle. Vous êtes d'accord? Donc, on dit que l'onde est polarisée. L'onde est polarisée circulairement. Mais est-ce qu'il est droite ou gauche? Qu'est-ce qu'on va faire? Droite ou gauche? Il suffit par exemple, de commencer par P égale à 0, par exemple. Alors, pour P égale à 0, à quoi est égal E0, EX de 0? EY de 0. Allez-y. Quoi est égal à EX de 0? 0. E0 Oui, c'est égal à E0. Très bien. Et à quoi est égal à ce Zéro. point-là? 0 C'est-à-dire, on est ici. C'est-à-dire, à P égale à 0, ou bien c'est comme si le point A se trouve ici. C'est-à-dire, si le point A0, par exemple. Et après, maintenant, si P augmente. Donc, si P augmente, qu'est-ce qui se passe pour E0X et qu'est-ce qui se passe pour l'évolution de E0X, E0Y? Allez-y. Si P augmente, le cosinus diminue. C'est ça? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc, la composante X diminue. Y. Sinus, il est comment lorsque P augmente? Croissant. Croissant avec le sinois. Donc, Voilà. Alors, à partir de ce point-là, il faut que EX et Y diminue. Donc, EX et Y diminue. Voilà, ça veut dire. Donc, EX diminue. Voilà, c'est ça. Ça veut dire le sens de parcours, c'est dans ce sens-là. C'est bien. Hein? Le mouvement de poids, elle se fait vers la droite ou vers la gauche? Cheval. À droite. Voilà. Donc, c'est bien une onde polarisée circulairement droite. C'est clair? شباب واش فاهمين ولا لا؟ شباب واش واضح؟ Oui, c'est clair. C'est clair, très bien. Voilà. Voilà. Donc, il suffit de prendre, pour savoir est-ce qu'il est droite ou gauche, il suffit de prendre un cas particulier, un état donné, et voir comment évolue le point. Alors, je passe maintenant à un autre cas particulier. Voilà. Imaginez, par exemple, que vous traitez un cas. Alors, regardez. Maintenant, si vous prenez E0x égale à E0y, qui est égal, que je pose égal à E0, mais cette fois-ci, phi est égal à moins P sur 2. La forme, vous voyez, la forme de l'équation ne change pas par rapport à
à la précédente. Mais quelle est la différence? Quelle est la différence? Vous voyez deux cas ici. La phase, effectivement, donc de point de vue polarisation, quelle est la différence? Le sens de parcours de A. Très bien, le sens de parcours, le sens de déplacement de point A, ça change, s'inverse, n'est-ce pas? Oui. Voilà, maintenant c'est gauche. Trouvez. Donc si phi est positif, vous dites droite. Si phi est négatif, vous dites que la polarisation est gauche. Polarisation circulaire, gauche. Maintenant, regardez si je prends phi égale à 0. Si je prends phi égale à 0, regardez, alors le point de départ, c'est toujours équation. Alors, imaginez si phi égale à 0. Allez-y. Que devient l'équation qui détermine l'état de polarisation? La relation entre la composante de X et la composante de Y. Phi égale 0. Si phi égale à 0, on aura si phi égale à 0, et là on aura 1, et après Monsieur, est-ce que vous pouvez répéter la question? mademoiselle, que devient cette équation-là lorsque phi égale à 0? Peut-être il y a quelqu'un qui demande non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande la participation? Il a شي واحد رد عليكم باي سميتو؟ Alors c'est phi égale à 0. Voilà, donc on verra l'équation. Alors je vais regarder. Donc l'équation, si on pose phi égale à 0, devient EY égale à E0Y sur E0X fois EX. Alors vous faites bien sûr des simplifications. Vous faites des simplifications et vous trouvez finalement que EY est égal à une constante. Ça, c'est ce rapport-là entre E0Y et E0X, c'est un rapport de valeurs constantes fois EX. Donc, c'est bien l'équation de quoi? C'est comme si vous avez Y égale à A fois X. C'est l'équation de quoi, à votre avis? C'est l'équation de droite, n'est-ce pas? Hein? Et dans ce cas-là, vous dites que la polarisation est rectiligne. Et on dit que c'est rectiligne de type 1. Rectiligne de type 1. Si phi égale à 0, vous dites rectiligne de type 1. Parce que si phi égale à pi, vous dites rectiligne de type 2. Regardez, si phi égale à pi, là, vous trouvez la même équation avec un signe pris. Voilà, vous avez donc un signe près. Vous avez ici le signe moins. Là, vous avez le signe plus. C'est exactement la même chose avec un signe près. On dit qu'il est polarisé rectilinément de type 2. Ça veut dire quoi? Alors, est-ce que j'ai fait les schémas ici ou non? Voilà. Non. Je reviens. Alors, qu'est-ce que veut dire type 1, type 2? Alors, type 1, type 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que alors, si phi égale à pi, on aura ici cosinus pi, et là, on aura cosinus pi plus pi. Et cosinus pi plus pi donne égal à quoi?
Alors, s'il vous plaît, je reviens au tableau. Au tableau, s'il vous plaît. Au tableau, s'il vous plaît, regardez. Alors. Alors. Alors, après égal cosinus, P plus pi. Moins cosinus. Hein? cos moins 6. Moins cosinus P. Très bien, c'est moins cosinus pi. Voilà. Si vous avez x ici, et P plus, c'est ça? Donc, le cosinus, c'est moins cosinus. Avec un signe moins, donc là, vous avez moins cosinus pi. Donc, je mets ici moins cosinus pi. C'est ça? Ça veut dire quoi? Donc, une fois que vous avez cette expression-là, une fois que vous avez cette expression, et si on vous demande donc de déterminer l'état de polarisation, qu'est-ce que vous faites? Puisque vous avez cosinus, cosinus, donc cosinus d'une part cosinus est égal à E. Alors je prends ici Y, de manière générale, X ici. D'une part est égal à E d'une part, et d'autre part est égal aussi à moins E0Y sur, non, ce qui implique que E Y égale à E0Y avec le signe moins, ici, fois X. Donc, c'est l'équation de droite. L'équation de droite. Donc, c'est comme si vous avez Y égale à A fois X. Sauf que là, il faut faire attention à la pente. Parce que si la pente est positive, donc si vous demandez de tracer sur le plan, le point A, qu'est-ce que vous aurez? Donc, si ce rapport-là est positif, ça veut dire le point A pente positive, c'est-à-dire le point A se déplace sur ce segment. Si la pente est négative, le point A va se déplacer sur cette. Il y a deux possibilités. Soit dans ce plan-là, ça veut dire X est positif, Y est positif, X négatif, Y est négatif. Dans ce cas-là, on dit qu'il est polarisé type A. Si l'un est positif, l'autre est négatif, vous dites que c'est polarisation de type 2. Donc vous avez deux types de polarisation rectiligne. Polarisation rectiligne type 1 et polarisation rectiligne type 2. Voilà, donc je reviens en cours. Voilà.
De toute façon, ne vous inquiétez pas, on a des exercices à faire en TD. À votre avis, l'exemple que j'ai traité sur le tableau, cette application-là sur le tableau, il s'agit de polarisation type 1 ou 2. C'est phi égale à pi. Type 2. Type 2, parce que la pente est négative. C'est la pente est négative. Alors, maintenant, s'il vous plaît, il y a d'autres cas qu'on peut discuter. Si maintenant E0x égale à 0, E0y égale à 0, alors E0x différent de 0, quel que soit P, ou bien quel que soit T, et EY, tout le temps, égale à 0, parce que E0, Y égale à 0. Alors, là, à votre avis, le point A, il se déplace sur quelle courbe? Le point A est décrit quelle courbe? Quelle est la courbe L'axe décrite OX. par le point A? Oui? L'axe OX. Très bien, voilà l'axe OX. On dit que l'onde électromagnétique plane progressive monochromatique est polarisée rectiligneusement suivant l'axe OX, parce que c'est la seule composante qui est différente de 0. C'est EX qui est différent de 0, alors que tout le temps, Y égale à 0, ça veut dire le point A se déplace sur l'axe Y. Donc, pour un observateur placé dans le plan de côte fixe, qu'est-ce qu'il voit à votre avis? Un observateur qui est placé sur l'axe Z, avec Z fixe, qu'est-ce qu'il voit? Il voit l'extrémité de point de champ E, et aussi entre, en fonction de temps, le long de l'axe X. Ça veut dire qu'il décrit un segment sur l'axe X. Maintenant, l'inverse, c'est E0x égale à 0, O0y est différent de 0. Là, O0x est le temps nul, ça veut dire la composante X de champ électrique est toujours nulle, alors que la composante Y est différente de 0. Donc, c'est l'inverse maintenant. Le point A se déplace sur l'axe Y. Se déplace sur l'axe Y. Et donc, pour un observateur, bien sûr, placé dans le plan, de côte, bien sûr, fixe, le champ, cette fois-ci, aussi, entre quoi? Deux points qui appartiennent à l'axe Y. Ça veut dire qu'il décrit un segment sur l'axe Y. Maintenant, polarisation elliptique. Il s'agit d'une situation où les axes de l'ellipse coïncident avec, bien sûr, les axes en X et Y. Ceci est réalisé dans les conditions suivantes. Regardez, si je prends maintenant E0X différent de E0Y, avec phi égale à pi sur 2, voilà l'équation. Hein, de la trajectoire du point A, c'est-à-dire l'extrémité de champ E. Et donc, c'est bien une ellipse de grand axe EX et de petit axe EY. Et c'est bien, donc regardez le sens de parcours, s'il vous plaît. Pourquoi le sens de parcours ici est dans le sens des aiguilles du montre? Parce que phi appartenant à 0 pi. Très bien, voilà, parce que phi, entre 0 et pi. Donc, parce que phi est positif. Phi est positif, donc c'est droite. Phi négatif, c'est gauche. Voilà, donc c'est bien, donc une. Maintenant, j'ai gardé bien sûr la condition
La première condition, j'ai pas changé la première condition, alors que phi cette fois-ci est égal à moins pi sur 2. Donc on aura la même équation. Vous voyez, la même équation. Hein, c'est toujours l'équation d'une ellipse. Deux équations sont identiques, mais la différence par rapport à l'étape précédente, c'est que le champ E, il tourne cette fois-ci dans le sens opposé. Vous voyez que le point A tourne dans ce sens-là. Vous êtes d'accord? Voilà, maintenant, lumière non polarisée, ou ce qu'on appelle lumière naturelle. La lumière naturelle. Alors, dans le domaine des fréquences visibles, on donne le nom de vibration ou ondes lumineuses aux ondes électromagnétiques. Donc, une onde lumineuse, on dit aussi c'est une vibration. C'est une vibration. C'est une vibration. Alors, par exemple, les sources que vous avez vues, je crois que vous avez fait les TP en optique, les sources classiques, c'est les sources spectrales, par exemple, comme le cas d'une lampe spectrale de sodium, de cadmium, de mercure, par exemple. Donc, ces lampes-là émettent des signaux sinusoïdaux de courte durée. Des signaux, on a des impulsions, des signaux, ce qu'on appelle des trains d'ondes plutôt, des trains d'ondes, hein, mais très courtes. Ça veut dire la longueur de là à là, donc il a une longueur qui est très, 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 très petite, à comparer bien sûr à celle de laser qui peut aller jusqu'à 80 cm. Alors là, c'est un train d'onde. Sa durée, la durée de ce train d'onde-là est égale à 10 puissance moins 9. Alors que, juste un petit rappel, l'année dernière, vous avez fait donc vous avez fait de la chimie, n'est-ce pas? Vous avez fait donc
Excusez-moi. Maintenant, est-ce que vous, s'il vous plaît, est-ce que vous voyez la présentation? Alors, maintenant, vous voyez la présentation? Oui, monsieur. Alors, il y a donc un problème de connexion. فين وصلت بلا واش ما عرفت فين قطعت لا كونيكسيون واش فين وقفت؟ Les trains d'onde. Les trains d'onde, très bien, ok. Alors, les trains d'onde. Les trains d'onde, voilà. Donc, je disais que les trains d'onde, bien sûr, ont une durée bien déterminée qui est très, très, très faible. Hein. C'est ce qu'on appelle taux C, c'est de l'ordre de 10 puissance. C'est la durée de vie, hein. 10 puissance moins 9 secondes. Alors, est-ce que vous avez vu en chimie l'atomistique? La configuration. Oui, non? L'année dernière, non? Non, monsieur. Vous n'avez pas fait la configuration électronique, 1S, 2S, 3S, etc. Non? Hein? Non, monsieur. De toute façon. Voilà. Bon, ça fait rien. Alors, je crois au lycée, je crois que c'est tronc commun. Je crois que vous avez vu que l'atome est constitué. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, que l'atome, chaque atome, par exemple, si vous prenez l'atome d'hydrogène, l'atome d'oxygène, quel que soit l'atome, il a une énergie, ce qu'on appelle la quantification d'énergie. Donc, il possède des niveaux d'énergie. Ça veut dire que l'atome, il n'a pas le droit d'apprendre n'importe quelle valeur de l'énergie. L'atome, par exemple, si vous prenez l'atome du sodium ou bien de cadmium ou mercure, ça veut dire que les électrons de cet atome-là ne peuvent pas être n'importe où et ils doivent se trouver dans des positions bien déterminées. Ça veut dire soit dans la couche K ou bien dans la couche L. Si vous vous souvenez, vous avez fait normalement au lycée la configuration sous forme de K2, L6, L8, n'est-ce pas? Rappelles-tu là? K2 K entre parenthèses 2, L entre... Non? Laissez, c'est tout. شباب وي مسيو درناه. au tableau شوف tableau شباب au tableau s'il vous plaît tableau. Alors, au moment un atome, par exemple, l'atome de, simplifie l'atome de, je prends par exemple le sodium, Na. Z égale à 11. Normalement, ça c'est le nombre des protons. Qui correspond aussi au nombre des électrons. On peut établir ce qu'on appelle la configuration électronique. Vous avez fait l'année dernière, donc c'est K, je crois, 2, L, 8, c'est ça? Hein? K, L, M, N. N, ça fait combien? Donc là, vous avez 2 plus 8, 10. Donc, il faut mettre ici 1. Mais normalement, on peut établir ce qu'on appelle une configuration électronique. Normalement, c'est 1s2, 2s2, 2p, 6, et 3s1. Alors ça, c'est la couche K. Il contient 2 électrons. La couche... Donc ça, c'est K, la couche K, qui contient 2 électrons. Ça, c'est la couche L. La couche L, qui contient 2 plus 6, ça fait 8. Donc 2, 8, puis, ici, vous avez, c'est M, qui contient un seul électron. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
Ça, c'est ce qu'on appelle le niveau d'énergie E1. Ça veut dire que je peux, pour l'atome, pour la molécule, pour l'atome de mercure, les électrons peuvent se trouver dans le niveau, soit le niveau 1, c'est la couche K, soit le niveau 2. Donc ça, c'est la couche K d'énergie E1, la couche L d'énergie E2, et ainsi de suite. Électrons, hein? Là, vous avez 8 électrons, et ainsi de suite. Donc je prends par exemple l'électron. Temps pour qu'il passe de ce niveau-là à ce niveau, vous l'excitez. L'énergie des électrons, ou bien l'atome, c'est la même chose, donc il passe de ce niveau-là à ce niveau, ça veut dire que son énergie augmente. Maintenant, l'inverse, pour faire passer l'atome le bas, il doit donner de l'énergie à l'extérieur, l'énergie H. Et bien sûr, celui-là, H, c'est une constante, ce qu'on appelle la constante de Planck, et ce nu il correspond au niveau d'énergie 2, 1. C'est-à-dire là, on met 1, 2. Si cet atome-là, par exemple, passe de ce niveau-là à ce niveau-là, et je note celui-là au 3, ça veut dire, hein, on a excité cet atome, on a donné une énergie de H, mais une fréquence correspond à 3, 1. À 3. Alors, je reviens, s'il vous plaît, PDF. Et ça veut dire qu'il y a deux modes. Soit que l'atome passe d'un niveau inférieur. Alors, s'il vous plaît, sur le PDF. Soit que l'atome passe d'un niveau inférieur à un niveau supérieur, ou l'inverse d'un niveau supérieur à un niveau inférieur. Soit que l'atome, donc, soit qu'on augmente son énergie, soit que son énergie diminue. Et dans le cas de l'augmentation, on parle de l'excitation. L'excitation, ça veut dire on donne une énergie à cet atome-là pour qu'il passe d'un niveau inférieur à un niveau supérieur. Mais dans le cas contraire, si un atome passe d'un niveau supérieur à un niveau inférieur, alors dans ce cas-là, il y a ce qu'on appelle émission de la lumière. Ça veut dire on émet l'atome émet des trains d'ondes. C'est le principe d'émission de la lumière avec les lampes spectrales. Alors, considérons un train d'onde se propageant, ça veut dire une onde si vous voulez, c'est une onde, hein. Je peux la considérer comme une onde sinusoïdale. Hein, c'est pour cela que j'ai mis ici un cosinus. Donc, E0x cosinus oméga t moins kz plus phi x, E0y cosinus oméga t moins kz phi z. الشباب ما تقطعش الكونيكسيون اسمعوني لا voilà c'est toujours voilà donc le modèle là on a toujours le droit d'utiliser le modèle classique hein, une onde sinusoïdale et monochromatique avec bien sûr des phases variables phi x et phi y ce qu'on appelle les phases aléatoires phi x et phi y varient aléatoirement d'un train d'onde à l'autre par conséquent l'état de polarisation varie aussi d'un train d'onde à l'autre. Parce que l'étude qu'on a fait tout à l'heure, j'ai supposé que phi x et phi y, ce qu'on a fait tout à l'heure, avant de passer à la lumière non polarisée. Donc, j'ai parlé de la polarisation rectiligne, elliptique, circulaire. J'ai supposé que phi x et phi y sont constants. Vous êtes d'accord? Soit qu'elle prend la valeur pi, soit pi sur 2, donc la différence. Parce que puisque la différence est constante, ça veut dire qu'il est constant. Donc, soit pi sur 2, soit 0, etc. Donc, ils sont constants. Alors, dans le cas d'une lumière non polarisée, attention, phi x et phi y varient d'un train d'onde à un autre. Et dans ce cas-là, on dit que la lumière est non polarisée. Lumière non polarisée. Ça veut dire la lumière naturelle, attention, la lumière que vous voyez, donc, que vous avez dans votre maison, hein, avec les lampes que vous utilisez dans votre maison, c'est de la lumière naturelle, c'est de la lumière non polarisée. La lumière non polarisée. Maintenant, la question qui se pose, comment produire une lumière polarisée à partir d'une lumière non polarisée?
Voilà. Donc, on peut utiliser ce qu'on appelle les polariseurs. Polariseur, c'est un dispositif qui permet d'obtenir plutôt une lumière polarisée à partir d'une lumière non polarisée. Il s'agit d'une feuille en plastique fortement étirée dans une direction. La direction. Cette direction est rendue conductrice par l'addition des ions iodures. Donc, on a des traits noirs qui se forment en zigzag. Là, on met le I- pour qu'il soit conducteur. Soit conducteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'électron, il peut se déplacer sur. Parce que c'est les électrons. Hein. Lorsqu'on parle I-, là, vous avez donc bien sûr des électrons libres hein, qui peuvent se déplacer. Donc, un électron, il peut se déplacer dans cette direction. Il peut se déplacer aussi dans cette direction. Alors, de là à là, c'est un milieu isolant. Ça veut dire que l'électron ne peut pas passer de là à là. Il ne peut pas se déplacer de là à là. Il ne peut pas se déplacer de là à là. Ça veut dire, mais il peut se déplacer uniquement verticalement. C'est-à-dire les électrons peuvent se déplacer uniquement verticalement. Ça veut dire qu'ils peuvent se déplacer uniquement suivant la direction Y. Et les électrons ne peuvent pas se déplacer suivant la direction X. Pourquoi? Parce qu'un électron, il est ici, hein, sur cette partie-là qui est rendue conductrice, hein, mais entre cette partie-là qui est conductrice en zigzag et l'autre qui la suit, vous avez une partie qui est isolante. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir le passage de là à là des électrons. Voilà. Donc ici, si vous avez donc avant le polariseur, donc regardez, donc avant d'expliquer bien sûr le principe, normalement voilà ce que vous aurez. Au début, vous avez une lumière, regardez, non polarisée. Alors qu'est-ce que vous mettez ici? Un polariseur. Donc avant le polariseur, vous avez une lumière non polarisée. Et après le polariseur, vous aurez une lumière polarisée. Et sur le polariseur, normalement, on vous donne ce qu'on appelle l'index qui permet de savoir le sens de polarisation de la lumière. Et ces polariseurs, ils peuvent vous donner juste une lumière polarisée rectilignement. Toujours, après le polariseur, vous avez une lumière polarisée rectilignement. Alors, comment ça se fait? C'est-à-dire le principe. Alors là, regardez, donc ce champ-là, donc ça c'est le polariseur. Et là, vous avez une lumière non polarisée et à chaque instant, vous avez une composante. Je peux décomposer le vecteur E en deux composantes, la composante X et la composante Y. C'est-à-dire, si vous superposez ça, avec cette grille-là, hein, vous avez toujours une composante X qui va aller à X et vous avez une composante Y. Sachant que l'idée toujours, c'est que les électrons ne peuvent pas se déplacer. Alors regardez, ils ne peuvent se déplacer que suivant la direction Y. Alors imaginez, alors là, qu'est-ce que vous constatez ici? Donc la composante EY du champ va mettre en mouvement les électrons de la chaîne moléculaire. La chaîne moléculaire, c'est cette chaîne-là qui est rendue conductrice. Donc ça, c'est une molécule. Donc cette composante-là, la composante Y, elle va être absorbée. Pourquoi? Elle va être absorbée par les électrons. Ça veut dire, est-ce que, à votre avis, la composante Y va traverser le polariseur, cette grille-là, puisqu'il est absorbé? Est-ce qu'il va traverser la grille? Non. Non. Donc, il sera absorbé. Mais à votre avis, et bien sûr, c'est logique. Regardez les électrons. Une fois, si vous avez un électron ici, et vous avez un champ, quelle est la relation entre le champ, la force et la charge? Très bien. Alors, vous voyez, donc, là, vous avez, c'est comme si vous, alors, regardez, vous avez deux champs. Vous pouvez décomposer ce champ-là total en deux champs. Vous avez un champ EY plus un champ EX. Vous êtes d'accord? Et donc, si vous avez un électron ici, cet électron-là, il va subir, ou bien cette charge-là, il va subir à l'effet de quoi?
de ce champ-là E. Autrement dit, il va subir à l'effet de EX et l'effet de EY. À votre avis, quelle est la composante qui va déplacer les électrons? Est-ce que la composante EX ou la composante EY? Très bien. Pourquoi pas la composante EX? La direction des traits. Parce que, effectivement, ça veut dire que là, vous avez un milieu isolant. Ça veut dire que l'électron ne peut pas se déplacer ici. Et l'électron, il a le droit uniquement de se déplacer sur cette chaîne-là. Vous êtes d'accord? Donc, l'électron, il doit من هنا لهنا. علاش؟ حيت هذا le milieu, c'est comme si vous avez un mur. Comme un mur ici. De là à là, c'est comme si vous avez ici un mur. Et donc, même si l'électron se déplace comme ça, mais il ne peut pas déplacer, il rencontre ce qu'on appelle un barrière de potentiel. Il va rencontrer un barrière, donc ne peut pas sauter de là à là. Donc, la seule possibilité qu'il a, c'est bien sûr vous appliquer une force, c'est de se déplacer uniquement sur cette chaîne-là. Donc, ça veut dire, est-ce que, à votre avis, la partie EX va être absorbée? Est-ce que la partie EX est utilisée pour déplacer les électrons? Non. 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 Donc, la seule partie qui est utilisée, c'est uniquement la composante Y. Très bien. On dit que la composante Y est une composante qui est absorbée et la composante EX, elle va être transmise. D'accord? Ça veut dire, après le polariseur, regardez, avant le polariseur, vous avez E, mais après le polariseur, on aura uniquement EX. Parce que la composante Y est absorbée. On constate on aura toujours la composante Y qui est égale à votre avis à quoi? S'il vous plaît, après le polariseur, on aura toujours la composante EY qui est égale 0. Très bien. Et il reste uniquement la composante EX. La dernière fois, j'ai dit que si la composante EX est différente de 0 et la composante EY égale à 0, on aura une lumière. Regardez, la composante EY égale à 0 et la composante EX différente de 0, EY égale à 0, on aura une lumière polarisée rectilinément suivant EX. C'est bien ce qu'on a ici. C'est ce qu'on a ici. Après le polariseur, on a gardé uniquement la composante EX. C'est pour cela on dit que la lumière est polarisée rectilinément suivant EX. Conclusion, un polariseur permet d'obtenir une lumière polarisée rectilinément. Voilà. Voilà, on peut parler de analyseur. Analyseur, c'est tout simplement un polariseur permettant d'identifier une lumière polarisée rectilinément. Une lumière polarisée rectilinément. Alors, imaginez, regardez, s'il vous plaît, imaginez que, donc là, vous avez un champ E, et ça s'appelle un polariseur. Imaginez que j'ai mis un deuxième polariseur. Ici, après celui-là. Et imaginez que j'ai inversé, que j'ai tourné le polariseur de telle sorte que la molécule conductrice ou la partie conductrice est cette fois-ci horizontale. Après le deuxième polariseur, à votre avis, quelle est la composante qu'on aura après? Le champ sera annulé carrément. Très bien, le champ sera annulé carrément. Et donc, puisque le champ est annulé carrément, ça veut dire que le champ qui est avant ce deuxième polariseur, il est comment? Il est polarisé rectilinément. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous pouvez écrire sur le tableau pour comprendre?
عييتي واقيلا مادموزيل ياك ها ياك ما عييتي Oui. اوكي alors au tableau s'il vous plaît انا واحد شويه بقاتنا غير واحد ربع ساعه ونوقفوا ياك ربع ساعه تقريبا ما كاينش كاع ربع ساعه واحد سميتو alors on va s'arrêter à ce stade hein. alors s'il vous plaît au tableau شوفوا مزيان لا lumière il y a deux types de lumière. Quand vous avez une lumière non polarisée ou bien une lumière polarisée. Vous êtes d'accord? Alors, pour la lumière polarisée, bien sûr, on a vu que la lumière, soit il peut être soit polarisé rectilinéairement, comme ça. Ça veut dire que l'extrémité du champ E décrit un segment de droite, soit circulairement, de cercle, soit une lumière polarisée elliptiquement. Une lumière polarisée elliptiquement. Donc ça, c'est la lumière polarisée. Mais la lumière non polarisée, l'exemple de la lumière naturelle. Lumière naturelle. La lumière naturelle, c'est une lumière non polarisée. La question qui se pose, comment on peut obtenir une lumière polarisée à partir de quoi? La lumière naturelle. Voilà, à partir de la lumière qui est non polarisée. J'ai dit qu'il faut utiliser ce qu'on appelle des polariseurs. Alors, un polariseur, tout simplement, voilà. Ah, ce sont des feuilles, bien sûr, fortement étirées. Comme ça. Alors, imaginez que, ça veut dire que cette lumière-là, elle sera polarisée dans quelle direction? Si vous avez avant une lumière non polarisée, et là, généralement, ça c'est la composante, par exemple, je mets ça, c'est la composante de X, c'est la composante de Y. Là, avant, vous avez, dans quel que soit, parce que ça, vous avez une direction quelconque pour le champ E, avant le polariseur, vous avez une direction quelconque. Ça veut dire que ce champ-là, E, il a deux composantes. Il a une composante suivante, le X, il a une composante suivante, Y. Après le polariseur, mademoiselle, quelle est la composante qui sera différente de 0 après le polariseur? Sachant que la composante qui va être absorbée, c'est la composante qui met les électrons en mouvement. Alors, voilà, d'abord, quelle est la composante qui va mettre les électrons en mouvement? La composante EY ou la composante EX? Le X. Alors, les électrons, regardez. Les électrons qui se déplacent, ce sont les électrons qui se trouvent sur cette chaîne-là. Ça veut dire si vous avez un électron ici, un électron, là vous avez le champ E, il est comme ça. Bien sûr, ce champ-là, il a deux composantes. Il a une composante suivante Y, il a une composante suivante X. Vous avez la composante de X et vous avez la composante de Y. Alors, mademoiselle, la composante de X, elle veut déplacer les électrons dans ce sens-là.
Oui. Et la composante Y, donc, Dans le sens suivant Y, vers le haut. Les électrons peuvent se déplacer dans ce sens-là, verticalement. Mademoiselle, quelle est la question? est-ce que les électrons, Non. est-ce que les électrons peuvent se déplacer direction EX? Suivant Y. Oui, donc ils peuvent se déplacer uniquement. Ça veut dire la composante EY, EX, même s'il est différent de 0, ne peuvent pas, cette composante-là ne peut pas déplacer les électrons. Pourquoi? Parce que les électrons, ils n'ont pas le droit de se déplacer suivant EX. Ils ont le droit uniquement de se déplacer suivant EY. Ça veut dire la composante EY, elle seule, qui permet de déplacer les électrons, n'est-ce pas? Oui. Ça veut dire, quelle est la composante qui est utilisée, qui sera absorbée? La composante X ou Y avec les électrons. Y. Très bien. Donc la composante Y sera absorbée parce que cette composante-là, elle sert à déplacer les électrons. Donc elle sera absorbée, ça veut dire cette composante-là sera absorbée. Ça veut dire après le polariseur, on aura uniquement la composante X qui va être différente de 0. Autrement dit, le champ, regardez, le champ, après, il y aura un champ qui a uniquement cette direction. Après, ça veut dire uniquement la composante EX. Mademoiselle, vous êtes d'accord? Oui, monsieur, merci. Donc après le polariseur, vous avez la composante. Alors maintenant, imaginez après le polariseur, mademoiselle. Je vais mettre après le polariseur. Après le polariseur, j'ai mis un autre polariseur. J'ai mis. Alors, imaginez que j'ai mis un polariseur qui est parallèle à celui-là. Déjà, une chose qui est très importante, avant de passer au deuxième polariseur. Sur le polariseur, vous allez voir sur le schéma, vous trouvez ce qu'on appelle l'index. Alors, ce truc-là, il vous indique, il vous donne la direction de champ que vous devez normalement trouver après le polariseur. Vous voyez que s'il est parallèle à quoi? À X, donc vous avez un champ qui est parallèle à ça. Ça veut dire après, vous avez la composante uniquement X. Ça veut dire la composante qui sera absorbée, c'est la composante qui est perpendiculaire à cet index-là. Alors imaginez maintenant que j'y mets l'index maintenant, cette fois-ci. Est-ce qu'on aura un champ ici après le deuxième polariseur ou non? Ça, c'est ce qu'on appelle le polariseur 1. Ça, c'est polariseur 2. Alors, quel sera le champ ici? Est-ce qu'il est nul ou non? Nul. Regardez. Là, on aura ici, donc, bien sûr, là, hein, ce sont deux polariseurs qui sont comment? L'inverse du premier. Oui, c'est l'inverse du premier. Donc, ça veut dire que les électrons peuvent se déplacer dans ce sens-là. À votre avis, cette composante X, est-ce qu'elle va mettre en mouvement, est-ce qu'elle peut mettre en mouvement les électrons ou non? Cette Oui. composante-là. Oui. Donc, elle sera absorbée. Absorbé. Ça veut dire à la fin ici, on aura. 0. X égale à 0. Voilà, on aura 0. Donc, vous avez. Donc, pas de champ ici. La composante X et la composante Y sont nuls. On parle de l'extinction de la lumière. Là, vous avez extinction de la lumière. Vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Alors maintenant, si je mets ici un polariseur, maintenant comme ça. Est-ce qu'on aura 0 ou non ici? Quelle est la composante ici? Est-ce que le champ est nul ou non? Non, nul. Non, nul, donc on aura la composante
Parce que cette composante-là, elle ne va pas être absorbée d'après la configuration que j'ai mis ici. Cette composante-là ne va pas exciter, ne va pas déplacer les électrons, donc il ne sera pas absorbé. Il ne sera pas absorbé, donc on aura, ça veut dire que cette composante-là va traverser le polariseur. Vous voyez, donc j'ai passé entre deux cas extrêmes. Ici, vous avez la lumière. Ici, bien sûr, vous avez la lumière. Regardez, ici, vous avez aussi la lumière. Mais une lumière qui est polarisée rectilignement. Alors, regardez maintenant. Tout à l'heure, j'ai dit, si vous avez un truc comme ça, il est perpendiculaire à celui-là. Donc, le champ ici, on a dit, le champ, il est comment? Égal à 0. Égal à 0. Est-ce que vous avez la lumière après ce polariseur? Est-ce que vous avez la lumière? Non. Hein? Non. Non, pas de lumière. Pourquoi? Parce que le champ E est égal à 0. Donc, pas de lumière. Ça veut dire extinction. Donc, pas de lumière. Alors, maintenant, le cas contraire, ça veut dire s'ils sont parallèles. Le champ ici, il est nul ou non? Est-ce que le champ est nul dans ce cas-là? Non, nul. Non, nul, ça veut dire que vous avez EX, il reste C. Cette composante-là, elle va traverser totalement le polariseur. Vous avez donc la composante EX totale. Donc, vous avez ici la lumière. Il est comment, polarisé ou non, mademoiselle? Bien sûr, il est polarisé. Polarisé. Comment? Rectilignement. Maintenant, imaginez que j'ai incliné. Regardez, cet index, vous voyez, ni parallèle, ni perpendiculaire. Est-ce qu'on aura une composante ici? Est-ce qu'on aura un champ différent de 0 ou non? Il faut utiliser le principe de tout à l'heure. Est-ce que le champ est égal à 0 ou non ici? Là, vous faites le changement. Regardez, tout à l'heure, je prends, donc ça, c'est l'axe. Je note celui-là, c'est l'axe X'. Je note ça, c'est l'axe Y'. Et donc, vous avez bien sûr, c'est-à-dire les électrons peuvent se déplacer comme ça, cette fois-ci. Et donc, la composante ici, la composante EX, est-ce qu'elle a une composante en fonction de, dans la base, exprime Y'? Il a combien de composantes dans cette base-là? 2 composants. 2 composantes. Alors, après, bien sûr, le polariseur, 2 composantes. Vous avez la composante EX', et vous avez la composante Y', n'est-ce pas? Oui. Alors, quelle est la composante qui va traverser le polariseur? Exprime. Très bien. Oui, c'est la composante EX'. Très bien. C'est la composante EX'. Avec la composante X', à comparer avec la composante X', est-ce qu'il est supérieur ou inférieur? Inférieur. Très bien. Merci beaucoup. Ça veut dire ici, regardez, là, ici, l'intensité est maximale dans ce cas-là. L'intensité, puisqu'ici, vous avez la lumière, n'est-ce pas? Donc, vous avez ici l'extinction, il n'y a pas de lumière. Là, vous avez la lumière. La lumière, il est comment? Polarisée ou non? Oui. Il est comment? Polarisé comment? Non. Il est polarisé comment? Voilà, rectilignement. Toujours après le polariseur, vous avez une lumière. Toujours après le polariseur, vous avez une lumière polarisée rectiligne. Alors, 1 minute et je m'arrête. Donc, polarisé rectilignement. S'il vous plaît, maintenant, si vous comparez l'intensité de la lumière dans ce cas-là et dans ce cas, est-ce qu'il est supérieur ou inférieur? Inférieur. Voilà. Ça veut dire l'intensité dans ce cas-là est inférieure. Ça veut dire l'intensité est maximale dans ce cas-là. Et bien sûr, entre les deux, je passe de 0 jusqu'à la valeur maximale. Ça veut dire si vous tournez
le polariseur, regardez, si vous faites le polariseur comme ça, parallèle, vous avez 0. Après, si vous tournez comme ça, là, ce qu'on appelle un angle alpha, regardez, c'est cet angle-là, l'angle alpha. Donc, si l'angle alpha augmente, De la densité de la lumière. qu'est-ce qui se passe si l'angle alpha augmente jusqu'à atteindre pi sur 2? Hein? L'intensité Augmente. L'intensité augmente, l'intensité varie et augmente. Et donc, je vais finir, s'il vous plaît, maintenant le PDF rapidement. Et je vais finir. Alors, s'il vous plaît, donc, il reste une petite partie, c'est la partie sur la loi de Malus, qu'on verra la prochaine fois, Inch'Allah. Sur, bien sûr, la lumière. Sur l'intensité de la lumière. Donc, toujours ce qu'on va faire. La configuration toujours est la même. Vous avez une lumière non polarisée. Après, vous mettez un polariseur. Donc, vous voyez ici, l'index, il est suivant l'axe X. Donc, la lumière, après le champ, après le polariseur, il va varier uniquement suivant la direction EX. Et après, ici, si vous mettez un deuxième polariseur, c'est son parallèle. Ça veut dire que cette composante-là, elle va traverser totalement le polariseur. Pourquoi? Parce qu'on aura ici, donc EX fois cosinus alpha. Si alpha égale à 0, on aura EX, c'est la même chose. Si alpha égale à pi sur 2, ça veut dire que si l'index, le deuxième polariseur est perpendiculaire au premier, on aura pi sur 2, et cosinus pi sur 2, c'est 0. C'est bon? Voilà, donc on va s'arrêter à ce stade. Oui? Anna Radine, sauf si vous avez des questions, les décisionner. Oui, pourquoi on dit que lorsque le champ va faire exciter les électrons, il va être absorbé? Pourquoi on dit que l'excitation est à l'émission du champ? La composante AD, il est utilisé par les électrons. C'est une partie utilisée par les électrons. Ça veut dire, normalement, باش يبان لك مزيان شوف راه كاين واحد الاكزرسيس غنديرو في تيدي شوف. Un exercice pour montrer en fait l'absorption de champ E.